puis ensuite à Bertrand Pluyot. Merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Bonne année. Alors oui, nous parlons à trois voix sur la conjoncture, sur les questions d'inégalité. Je pense que je suis le seul prévu dans les propos liminaires. Mais l'OCDE qui arrivera. Peut-être l'OCDE aussi, pardon. Et donc on est à trois. Et moi, pour ma part, je suis venu avec deux de mes collègues. Nicolas Carnot, qui est le directeur des synthèses économiques et des études, et Christelle Collin, qui est la directrice des statistiques sociales, compte tenu des deux thèmes qu'on a abordés. Alors, sur la conjoncture, si vous avez déjà vécu cet exercice, moi, en général, je m'en tiens au court terme, puisque c'est l'horizon des notes de conjoncture de l'INSEE. La dernière a été publiée il y a un mois, le 14 décembre. Elle porte sur l'horizon des premiers et deuxièmes trimestres de l'année, puis le dernier trimestre 2023, qui est toujours dans le domaine de la prévision. Et puis Olivier Garnier, à la Banque de France, et le collègue de l'OCDE ont des horizons plus lointains. Alors, notre note de conjoncture, je ne sais pas trop comment je fais passer les... Ah, pardon. C'est pas pratique. Bon, bah alors passe. Alors, Nicolas, la prochaine slide et la suivante, bien sûr. Notre note de conjoncture, elle s'appelle, on l'a intitulée « La désinflation en bonne voie ». D'habitude, on titre sur la croissance. Là, on a trouvé important de titrer sur la question de l'évolution de l'inflation, parce que c'est évidemment l'élément de contexte essentiel. Le choc de prix de l'énergie commence à s'estomper. L'inflation baisse graduellement en France et dans les pays de la zone, on va revoir ça. Ça redonne un peu d'air au pouvoir d'achat des agents, des ménages et potentiellement à la consommation, pendant que le niveau des taux d'intérêt, lui, pèse sur l'investissement des entreprises, sur l'investissement logement des ménages. Et alors, pour illustrer ce contexte de désinflation, le graphique suivant montre à gauche les évolutions de glissement d'inflation sur 12 mois. L'indicateur qu'on retient habituellement. Vous avez à gauche les États-Unis qui ont connu l'inflation la plus brutale et le plus tôt, c'est la courbe en noir, et aussi le reflux le plus tôt. Et puis les autres pays européens, ce sont les courbes de couleur. La France est en bleu. Et donc vous pouvez voir que les courbes ont évidemment des similarités avec, dans les pays européens, Mais Marc, vous avez une vue d'aigle. Allez-y, parce que de toute façon, on ne peut rien faire. Je ne pensais pas que votre souci d'économie vous conduisait à faire des copies en noir et blanc. Mais on fait attention aux deniers de l'État. Alors, il faudra qu'on en tienne compte dans la manière dont on fait les graphiques. On mettra moins de courbes. Oui, je précise que vous l'avez tous reçu par Internet. Donc il suffit de faire un clic, vous allez sur Internet et vous l'avez sur vos écrans. Voilà. Clique avec la souris. Allez-y, parce que sinon on va... Alors, donc vous voyez que l'inflation sur 12 mois, elle a connu un pic selon les pays fin 2022, début 2023. En France, c'était plutôt 2023, un peu au-delà de 6,5% d'inflation. Et puis, elle reflue un peu partout. On le voit nettement sur le graphique de gauche. On a voulu, dans le graphique de droite, porter les niveaux de prix, et pas seulement l'inflation, parce que pour éviter la confusion, désinflation ne veut pas dire baisse des prix. Désinflation veut dire qu'on a moins de hausse sur 12 mois. Qu'est-ce qu'il en est en matière de prix ? Vous voyez que ça ralentit, bien sûr, et que sur les derniers mois, dans la plupart des pays, on a une stabilité des prix eux-mêmes. Alors l'inflation sur 12 mois, elle continue à être positive, plutôt au-delà de 2%, mais dans les différents pays. Mais sur les derniers mois, les niveaux de prix sont plutôt stabilisés. Ce que vous constatez aussi sur le graphique de droite, c'est que la France est le pays où l'inflation cumulée, c'est l'inflation cumulée depuis 2019, qu'on va voir sur l'échelle de droite, puisque c'est basse 100 en 2019. Donc on est le pays qui est, parmi les pays où l'inflation cumulée depuis 2019 est à ce stade la plus basse, même s'il est quand même importante, évidemment, plus de 15%. C'est l'inflation sur l'ensemble du panier de biens et services. Le graphique suivant montre la conjoncture vue du point de vue de l'activité, avec les indices de production PMI dans l'industrie manufacturière. C'est le climat économique de la Commission européenne.
Là, on n'a mis que 4 pays, donc vous voyez quand même une petite gradation, hein. Le climat conjoncturel, c'est plus affaissé, c'est plus assombri en Allemagne, c'est la courbe rouge, et tarde, peine un peu à remonter, même si le dernier point était un peu plus optimiste dans cette enquête. L'Italie et l'Espagne pour des raisons différentes, hein. L'Espagne parce que la hausse des prix de l'énergie a été moindre, l'Italie peut-être à cause du plan de relance financé par l'Union européenne s'en tire plutôt un peu mieux, et puis la France est au milieu. Voilà, alors si on en vient, et alors, bon, sans suspense, ce qu'on a dans notre prévision aujourd'hui de la note de conjoncture, c'est après moins 0,1 de croissance au troisième trimestre, hein, qui venait après une croissance surprise de 0,6 au deuxième. On table sur une stabilité au quatrième trimestre, on aura les chiffres dans quelques semaines, et une petite croissance, 0,2 par trimestre, sur les 2 premiers trimestres de l'année 2024. Il y a eu des fortunes diverses en 2023. Ce qu'on prévoit à ce stade, c'est des choses qui seraient assez homogènes entre les pays. Et il faut aussi que je signale que ce tableau n'est pas à jour du dernier chiffre publié par l'Allemagne avant-hier, qui était une petite surprise avec là, on tape sur une récession sur l'année en Allemagne de moins 0,1. En fait, elle est de moins 0,3. Le quatrième trimestre aurait été négatif selon les premières estimations, encore très provisoires, de nos collègues allemands. Alors j'en viens aux prévisions d'inflation. Pour les préciser un petit peu, beaucoup d'informations sur ce graphique. La courbe, alors j'allais dire noire, mais qui est la plus haute en début de période, c'est l'inflation d'ensemble. L'autre qui est rouge quand on a la couleur, c'est l'inflation sous-jacente. Et puis vous avez les différentes contributions des principaux postes de biens et de services à l'inflation d'ensemble. L'alimentation, l'énergie, les produits manufacturés, les services. Ce qu'on a connu, pour faire court, c'est une inflation d'origine d'abord énergétique, hein, c'est la partie orange des barres, suivie d'une diffusion dans l'ensemble de l'économie, et puis notamment cette croissance assez forte de la contribution des prix des produits alimentaires. Alors ça, c'est la contribution, hein, mais les prix des produits alimentaires, ça pèse moins dans l'indice que les services. On consomme plus de services que de produits alimentaires. Donc si la contribution des prix des produits alimentaires est forte, c'est que la hausse des prix des produits alimentaires elle-même a été très, très brutale, très élevée. On le sait assez. On s'attendait à ce que, une fois les prix de l'énergie stabilisés, voire orientés vers la baisse, la hausse des prix de l'énergie, la contribution des prix de l'énergie cesse d'être aussi forte. C'est bien le cas. L'orange, c'est volatile au mois le mois, mais disparaît progressivement. On s'attendait aussi à ce qu'une fois les principales hausses de prix des matières premières alimentaires passées, l'inflation pour les prix des produits alimentaires se réduise. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Hein, la barre bleue se réduit. La crainte qu'on pouvait avoir, c'est que ça se diffuse ailleurs, dans les produits manufacturés et surtout les services, et qu'il y ait une boucle prix-salaire. Et la boucle prix-salaire, c'est surtout dans les services qu'on peut la craindre, où les coûts salariaux sont importants. Ce n'est pas ce qui se passe à ce stade, et c'est ça qui nous a fait pencher pour ce titre désinflation en bonne voie. Donc, et sur la période qui suit le pointillé, donc la période de prévision pour nous jusqu'au mois de juin 2024, on s'attend à ce que l'inflation des prix des produits alimentaires continue de refluer sans qu'il y ait de hausse accrue, accélérée pour les services ou pour les produits manufacturiers. Et donc ça conduit à une inflation dans les mois du printemps 2024 qui retomberait autour de 2,5%. On a 2,6% fin juin et une inflation sous-jacente avec notre calcul qui est autour de 2%. Alors c'est l'IPC tel qu'on l'utilise en France. Olivier, dans ses graphiques, présentera l'IPCH, vous savez, qui est harmonisé, qui est celui légèrement différent, qui est celui qui est utilisé au niveau européen, notamment par la Banque centrale européenne. Je vais peut-être passer ce graphique, pour ne pas être trop long, mais s'il y a des questions, on y reviendra. C'est spécifiquement sur la transmission des prix dans la chaîne des produits alimentaires. Vous dire aussi, le graphique suivant, ça c'est nos soldes d'opinion dans les enquêtes sur l'évolution des prix dans les différents secteurs, industrie, services, commerce. Donc on voit bien que ça nous confirme un peu dans ce phénomène de désinflation. Les soldes d'opinion des chefs d'entreprise eux-mêmes ont été très élevés et sont vraiment orientés à la baisse. Et puis, je vais passer peut-être le tableau. Hein, je vous ai déjà dit, la prévision globale, 2,6% d'inflation en juin. Pour en venir à l'effet de ce contexte inflationniste sur les évolutions des revenus des ménages et des entreprises. Alors, pour ce qui concerne les ménages,
La première chose, bien sûr, c'est de s'intéresser au pouvoir d'achat du salaire moyen par tête. Là, vous avez deux courbes. En très plein, c'est l'évolution annuelle du salaire moyen par tête, prime comprise, dans les branches marchandes, en euros courants, nominal, et déflaté de l'inflation, donc en pouvoir d'achat, c'est la courbe en pointillé. Donc ce que vous voyez bien sûr, c'est que l'inflation a accru aussi, a entraîné un accroissement des salaires. On le voit sur la fin de période, la hausse du glissement des prix du salaire en 2021, 2022, 2023. Mais cette hausse, elle a été retardée par rapport à celle des prix, donc ça n'a pas empêché une baisse du pouvoir d'achat des salaires. C'est la courbe pointillée, elle passe en dessous de zéro, d'une manière qui n'est pas fréquente, plusieurs trimestres, même plusieurs années de baisse du pouvoir d'achat du salaire, ce qui n'est pas anormal dans une période où c'est l'inflation qui accélère. Évidemment, à un moment donné, le phénomène se renverse. Quand on rentre en période de désinflation, les salaires poursuivent un petit peu sur leur R, alors que l'inflation est moins forte. Et donc, on est dans ce moment un peu charnière où on pense que ça bascule et que donc, dans les trimestres qui viennent, l'évolution annuelle des salaires devrait être supérieure à l'évolution annuelle des prix. Donc, il y aura à nouveau, il y aura un regain, disons, de pouvoir d'achat des salaires. Donc, ça compte beaucoup dans l'évolution du pouvoir d'achat des ménages. C'est le graphique suivant. Là aussi, il y a beaucoup d'informations. La courbe en très plein, c'est l'évolution du pouvoir d'achat des ménages trimestre par trimestre. Le pointillé sépare le troisième trimestre qu'on connaît dans les comptes trimestriels des 3 trimestres de prévision, quatrième trimestre 2023 et premier semestre, premier et deuxième trimestre donc 2024. Bon, on a connu des évolutions de pouvoir d'achat en cours d'année 2023 nulles, voire légèrement négatives. Ça n'empêche pas une hausse en moyenne annuelle parce que la fin de l'année 2022 avait été bonne. Donc la prévision, globalement, c'est toujours la prévision, du pouvoir d'achat des ménages en moyenne annuelle 2023, c'est plus 0,8%, avec une contribution qui n'est pas négligeable des revenus du patrimoine et du capital. Par exemple, la hausse des taux d'intérêt fait qu'on a plus de rendement de l'assurance vie. Et puis, fin 2023, fin 2024, on aurait un petit regain de pouvoir d'achat, quelques dixièmes chaque trimestre, alors porté un petit peu par les revenus d'activité, les salaires, notamment la prime pour la valeur fin 2023, un petit peu par l'évolution des prestations, celles qui sont revalorisées en début d'année, au premier trimestre 2024. Et puis bien sûr, l'effet de désinflation, c'est le tribut qui est payé par la barre orange, ce qui réduit les revenus nominaux parce que c'est l'inflation. Celui-là se réduit assez sensiblement. Ça nous conduit à une évolution du pouvoir d'achat qui serait un peu meilleure que l'année précédente, puisqu'à mi-2024, donc en imaginant, sans faire d'hypothèse sur la fin de l'année 2024, ce qu'on appelle l'acquis, si le pouvoir d'achat n'évolue pas au troisième et quatrième trimestre 2024, on aurait déjà 1,2% sur la moyenne annuelle du pouvoir d'achat du revenu en 2024. Alors j'ai beaucoup de graphiques pour essayer, que je vais peut-être garder pour la discussion, où on essaie de regarder un petit peu, ça c'est évidemment une évolution globale, ça ne dit rien sur l'évolution du pouvoir d'achat par catégorie, par type de revenu. On a et c'est important aussi d'y réfléchir parce qu'on a une évolution du taux d'épargne assez atypique depuis le Covid, un taux d'épargne qui reste élevé, et c'est intéressant de savoir qui épargne plus. Bon, on a la présomption que c'est plutôt les ménages les plus aisés qui épargnent davantage qu'avant, les ménages les plus modestes qui tiraient moins sur leur épargne au moment du Covid, ça se voit très nettement dans nos indicateurs de précarité financière, à nouveau sont dans des indicateurs de précarité financière, de contraintes de liquidité qui sont similaires à ce qu'on connaissait avant le Covid. Mais je ne vais pas présenter les graphiques pour pas être trop long, juste peut-être celui-ci, la courbe du bas. Et puis c'est l'occasion de montrer cette étude qui montre qu'on peut faire de la statistique sur des données nouvelles. Ces données qu'on a de la Banque Postale. On regarde quelle est la part des ménages qui sont en découvert 3 mois de suite. Donc globalement, c'était avant le Covid de l'ordre d'un quart des ménages. Et ça a baissé dans le Covid, parce qu'on a pu s'épargner, parce que pendant les confinements,
Il y avait une partie de la consommation qui était empêchée. Et on est revenu à des niveaux qui sont plus analogues à ce qu'on avait précédemment. Côté entreprise, le taux de marge de l'ensemble des sociétés non financières, il est assez stable hein, sur longue période. Le partage de la valeur ajoutée ne se déforme pas tendanciellement, en tout cas depuis 20 ans, hein, c'est sur 20 ans. Il est quand même frappant de constater que ce phénomène d'inflation importée des prix de l'énergie, n'a pas entraîné de dégradation de la situation financière des entreprises. Bon, globalement, le taux de marge a baissé en 2021-2022. Il y a des entreprises qui ont payé plus cher leurs matières premières, qui n'ont pas encore passé ça dans leur prix, par exemple dans l'industrie agroalimentaire. Et puis ce taux de marge se redresse en 2023. Là, ces derniers trimestres, il est plutôt à un niveau qui est dans le haut de la fourchette de ce qu'on a pu connaître précédemment. Donc pas d'alerte sur la situation financière des entreprises, qui n'a pas très souffert de l'inflation importée. Du reste, globalement, on a un choc d'inflation importée, prix de l'énergie, prix des matières premières, qui ne se traduit pas par une baisse du pouvoir d'achat des ménages, qui ne se traduit pas par une dégradation de la situation financière des entreprises. On le sait assez, que l'agent qui a supporté le coût, c'est l'État, c'est plutôt les administrations publiques. Et c'est bien l'ensemble des coûts liés au phénomène de protection par rapport aux hausses des prix tels que les boucliers qui font que globalement les agents privés, ménages et entreprises, ne souffrent pas trop de la hausse de la hausse des prix importés. Un petit mot sur les enquêtes de conjoncture et sur les prévisions de croissance. À gauche, c'est nos 3 indicateurs synthétiques hein, sur la conjoncture. Le bleu foncé, c'est le climat des affaires, comment les entreprises, tous secteurs confondus, voient l'activité. En bleu clair, c'est comment ils voient l'évolution de l'emploi dans leur entreprise. Et le jaune-orange, ou bistre, je ne sais pas quelle couleur, ou ocre, c'est la confiance des ménages. Alors tout ça, c'était fortement redressé en sortie de Covid. Tout ça s'est dégradé de manière assez significative, de manière très brutale au moment de la guerre en Ukraine pour les ménages. Hein, c'est la baisse de la courbe orange qui tarde à remonter depuis. La confiance des ménages reste à un niveau bas. L'érosion a été plus lente, plus graduelle, liée aussi à la hausse des prix de l'énergie pour le climat des affaires, qui maintenant est un peu en dessous de sa moyenne historique. Et puis le climat de l'emploi a pas mal résisté. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure, on a eu beaucoup d'emplois. Et là, maintenant, il est descendu lui aussi et il est à sa moyenne historique pour la première fois depuis la sortie du Covid. Et puis le graphique de droite, qui compare les difficultés d'offre et les difficultés de demande ressenties par l'industrie. Difficultés de demande, c'est le bleu foncé, difficultés d'offre, c'est le bleu clair. Traditionnellement, les entreprises souffrent plus de problèmes de demande que d'offres. Ça a été le contraire dans les années Covid, et les choses se rééquilibrent aujourd'hui. Donc les tensions d'approvisionnement, et peut-être à un degré moindre, des difficultés de recrutement se réduisent, et les entreprises deviennent de plus en plus sensibles aux conditions de demande. Je vous passe le graphique là, qui est un peu compliqué, mais qui montre simplement ces graphiques, que à gauche, c'est l'ensemble c'est les sous-secteurs de l'industrie, et c'est les climats des affaires dans les sous-secteurs. Avant, vous voyez, les choses étaient très corrélées. La chute, c'est le Covid, et la période à droite, c'est post-Covid. Eh bien, c'est beaucoup plus hétérogène entre les sous-secteurs. Ça, c'est quelque chose qu'on commente assez peu, mais je voulais vous le signaler. On a, depuis le Covid, des phénomènes qui sont... que d'un sous-secteur à l'autre, on peut avoir des choses très différentes. C'est vrai aussi dans la construction, c'est le graphique de droite. Vous avez à droite ce qui se dit sur le logement neuf, et c'est la courbe la plus foncée, la courbe bleu clair. C'est ce que disent les entreprises dans le bâtiment en matière d'entretien et amélioration des bâtiments. Le logement neuf s'effondre, alors que l'entretien et l'amélioration se maintiennent. Ce qui explique que globalement le BTP n'est pas entraîné dans un marasme complet par la situation qu'il y a sur le logement neuf. Bon voilà, au final, on aurait... oui, je vais passer celui-là, Nicolas. Au final, on aurait dans notre prévision une consommation qui rebondirait un petit peu au premier semestre en lien avec la hausse du pouvoir d'achat, avec un taux d'épargne qui resterait élevé malgré tout. Et puis une poursuite du recul de l'investissement des ménages, notamment à cause du logement neuf dont je parlais précédemment,
alors que l'investissement des entreprises qui aurait fléchi en fin d'année ne se redresserait pas trop au premier semestre 2024 en lien avec un niveau des taux d'intérêt élevé. Et donc ça donne pour le tableau suivant qui est notre évolution, qui résume notre analyse de la conjoncture en ce qui concerne l'activité. Donc, regardez la ligne du haut. 2002, on a eu une croissance du PIB de 2,5%, mais il y avait encore des effets positifs de la sortie des périodes Covid, notamment dans les services. 2023, c'est tombé à 0,8%. L'acquis mi-2024, donc ce qu'on aurait en moyenne annuelle s'il n'y avait pas de croissance en fin d'année 2024, au troisième et quatrième trimestre, ça serait seulement 0,5%. Un rebond de la consommation, mais en revanche, une légère baisse de l'investissement par rapport à 2023. Et puis un mot sur l'emploi, je crois ensuite, pour vous signaler un phénomène qui est quand même important. On a eu énormément de création d'emplois, on le sait, pendant toute la période qui a suivi la sortie du premier confinement, qui nous a surpris, qui a surpris tous les observateurs. On s'attend, il y a encore eu un peu de création d'emplois dans les derniers trimestres qu'on a publiés. Dans les 3 trimestres qui sont prévus ici, on s'attend à des créations d'emplois nulles ou très faiblement positives dans le contexte économique dont j'ai parlé précédemment et compte tenu du climat de conjoncture sur l'emploi que donnent les entreprises et que j'ai commenté aussi. Et ça conduirait à une légère remontée du taux de chômage, avec un taux de chômage qui serait prévu à l'horizon de notre prévision, donc dans 6 mois, à 7,6%.